Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Second tour de la présidentielle ce dimanche 12 août au Mali. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en tête du premier tour avec 41% des suffrages contre 18% pour son challenger Soumeila Cissé. Au Zimbabwe, la figure de l'opposition Tendai Biti, accusée d'avoir proclamé de faux résultats électoraux, a été libérée sous caution. Une libération assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse. Et puis le Tchad modernise son réseau d'électricité nationale. Le but, faire face à la demande croissante dans les grandes villes. Le renouvellement du réseau permettra d'accroître à environ 40% la production d'électricité. Au Mali, après le rejet du recours contre les résultats du premier tour introduit devant la Cour constitutionnelle, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta sera face au chef de file de l'opposition Soumeila Cissé pour le second tour de l'élection présidentielle ce 12 août. Les candidats tenus en échec au premier tour n'ont pas donné de consigne de vote. Cheikh Omar Bandago. Soumeila Cissé voit ses chances se réduire pour le second tour de la présidentielle qui se tient ce 12 août. D'abord, les résultats du premier tour sont confirmés par la Cour constitutionnelle. Puis, ceux dont il espérait le soutien ont décidé de ne pas donner de consigne de vote à leurs militants. C'est donc sans alliance qu'il fera face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui jouit encore d'une certaine popularité. Je vais voter pour Ibrahim Boubacar Keïta, le vieux. Je vais lui donner ma voix parce que je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Qu'on le laisse faire son deuxième mandat de 5 ans. En 10 ans, il pourra accomplir plus de réalisations. Sans esprit de belligérance, je pense que nous devons encore lui donner un autre mandat pour terminer les projets qu'il a commencés. Le premier tour de l'élection a été émaillé de violence dans certaines zones du pays, ayant empêché des bureaux de vote d'ouvrir. Il a connu un taux de participation relativement faible, estimé à un peu plus de 43%, ce qui pourrait ne pas évoluer au second tour. Je préfère ne pas voter pour le second tour, parce que le premier tour n'est pas crédible. Donc je ne peux pas concevoir que j'ai voté en âme et conscience. Je n'ai pas de conscience en ce moment parce qu'on achète les voix. Je suis très serein. Le président sortant qui brigue un deuxième mandat est arrivé en tête du premier tour avec 41% des suffrages contre 18% pour son challenger Soumeila Cissé. En 2013, les deux hommes s'étaient déjà retrouvés face à face lors du second tour de la présidentielle. Mais c'est la première fois au Mali qu'un président en exercice est contraint à un second tour. Sécurité maximum pour ce second tour. En plus des 30 000 hommes mobilisés pour le premier tour, 6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire. Ce sont des policiers, des gendarmes et des militaires maliens. Rappelons que lors du premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir, selon les chiffres du ministère de l'administration du territoire. Au Zimbabwe, Tendai Biti bénéficie finalement d'une libération sous caution. La décision est tombée ce jeudi. Cette figure majeure de l'opposition était accusée d'avoir proclamé de faux résultats électoraux et de violences sur la voie publique. Zahara Mohamed Mitiou. Après des heures d'incertitude, Tendai Biti est désormais fixé sur son sort. Figure de l'opposition du Zimbabwe, il était accusé de proclamation illégale de résultats électoraux et de violence sur la voie publique à la suite des élections générales du 30 juillet. Jeudi, devant la justice, annonce de la sentence et c'est une libération sous caution qui est accordée à l'opposant. Un délibéré intervenu après l'expulsion de Tendai Biti de Zambie où les autorités lui ont refusé l'asile politique. On survit. C'est dommage que dans la plus grande partie de l'Afrique, on ne respecte pas l'état de droit ni les normes internationales. On vit pour se battre un jour de plus. Je suis content d'être à la maison. Les déboires de l'opposant sont nés peu avant la proclamation officielle des résultats des élections par la commission électorale. Au moment où l'ancien ministre déclare la victoire de Nelson Chamisa à l'élection présidentielle, défiant ainsi la commission électorale qui, elle, annonce une autre issue du scrutin. Une situation qui a alors débouché sur des manifestations dont la répression par les forces de l'ordre a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés. La soif de démocratie, la soif des changements est tellement coriace, énorme chez le peuple zimbabwéen qu'il
ce pays n'est à l'abri de rien. La libération de Tendai Biti est assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse. Le MDC, de son côté, le parti dont il est l'un des principaux ténors, indique son intention de poursuivre la contestation des résultats de l'élection présidentielle remportée dès le premier tour par le président sortant, Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe. Et sachez que la date de la cérémonie d'investiture d'Emmerson Mnangagwa, initialement prévue pour ce 12 août, a été suspendue afin de donner à la Cour constitutionnelle le temps de trancher sur le contentieux électoral, le MDC contestant le résultat de la présidentielle. Ramener la paix en Centrafrique, c'est ce que souhaitent des dirigeants des trois principaux groupes politico-militaires issus de la Seleka. Ils ont conjointement signé un communiqué où ils déclarent avoir mis fin aux divergences qui les opposaient. Mais ce n'est pas la première fois que ces ex-Seleka se rassemblent au nom de la paix. À la fin de l'année 2017, 2 de ces groupes avaient signé un accord de cessez-le-feu, un accord qui n'a jamais abouti. Au Tchad, la demande en électricité est croissante dans les grandes villes. Face à ce constat, le pays se dote de nouveaux réseaux nationaux d'électricité afin d'augmenter la production nationale. Un investissement qui permet, selon les autorités en charge de l'énergie, de soutenir la transformation des produits agricoles et d'élevage. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Adidiatou Badawi. Le Tchad se dote d'un nouveau réseau national d'électricité de 225 kV pour relier les grandes villes du pays. Les autorités en charge de l'énergie veulent ainsi résoudre le problème de vétusté des infrastructures de transport d'électricité et stabiliser la production nationale. Il faut vraiment avoir un moyen de transport national de telle sorte que l'énergie, d'où qu'elle soit produite, puisse se retrouver à être distribuée sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a un projet important de la construction d'une dorsale. Et une fois que nous aurons la possibilité de relier toutes ces villes-là, on peut produire à partir du solaire vers le centre du pays. On le transporte facilement pour que ça soit consommé vers le sud ou autre part sur l'ensemble du territoire. Selon les autorités, le renouvellement du réseau permettra d'accroître à environ 40% la production nationale d'électricité pour accélérer l'industrialisation du secteur agropastoral conformément au plan national de développement. Nous savons aussi que la création d'emplois, la création de la richesse vient de ce secteur-là, le secteur de la transformation. Le Tchad est un pays à vocation primaire basé sur l'agriculture et l'élevage. Et c'est l'agriculture et l'élevage a besoin de l'énergie pour installer des usines de transformation pour notre société. Le coût de l'électricité au Tchad est subventionné à hauteur de 49% par l'État au profit des ménages. Mais le taux d'accès à l'électricité demeure toujours faible. Il est de moins 10% selon le dernier rapport national sur l'énergie. Financer des petites et moyennes entreprises, renforcer leur niveau de performance, ce projet lancé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se nomme Dispositif PME. Ces entreprises représentent 20 et 30% du PIB africain. Ange Bijounou-Magno. L'accès au financement demeure un obstacle majeur pour les petites et moyennes entreprises africaines. Avec un chiffre d'affaires de moins de 2 milliards par an, elles n'arrivent pas à bénéficier de la confiance des banques classiques alors qu'elles représentent entre 20 et 30% du PIB des pays africains, selon le groupe Cofina. Pour pallier à ce problème, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé au Niger un dispositif de soutien au financement de ce type d'entreprise dénommé Dispositif PME. C'est un dispositif effectivement pour faciliter l'accès au crédit aux PME en Afrique, dans la mesure où effectivement ces PME ont un problème d'accès au crédit parce qu'effectivement les banques ne leur font pas suffisamment confiance du fait que beaucoup de PME en Afrique sont souvent dans l'informel. Ce dispositif sera également implanté dans l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour en bénéficier, il faut, d'après les autorités nigériennes, être une entreprise non financière, autonome, productrice de biens ou services marchands, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier et avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuelle n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. On va dire que dans un premier temps, ça ne peut pas aboutir au résultat escompté parce que les conditionnalités sont un peu rigides. Si on pouvait rabaisser le niveau des chiffres d'affaires des entreprises, ça pourrait permettre d'aboutir à des bons résultats. Sur un autre volet, ce dispositif prévoit de motiver les banques à davantage financer les PME et PMI en leur donnant la possibilité d'être admissibles au refinancement de la BCEAO.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.